Un retrait irakien au Koweït pourrait permettre un règlement au Proche-Orient, affirme George Bush. L'issue diplomatique reste possible. Bagdad annonce la libération de 9 otages français, et ce par l'entremise des amitiés franco-irakiennes. À Paris, aucune confirmation officielle. Gros plan sur Kienbaum, le centre d'entraînement des athlètes est-allemands. Avec l'unification, risque de chômage pour les sportifs, sauf pour les stars. Bonsoir, nous cherchons une solution pacifique, une solution diplomatique. George Bush change de ton. Face à l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain a affirmé cet après-midi qu'un retrait inconditionnel des Irakiens du Koweït pourrait ouvrir la voie à un règlement du conflit israélo-arabe. Un pas important vers le plan de paix français proposé la semaine dernière par François Mitterrand. Mona Interman. Le temps de George Bush est à la conciliation. Il déclare « Tous aux Nations Unies, nous espérons que la force militaire ne sera jamais utilisée dans le Golfe. Nous cherchons une issue pacifique, une issue diplomatique. Après le départ inconditionnel des forces irakiennes du Koweït, je crois vraiment qu'il y aura des occasions. Occasion pour l'Irak et le Koweït de résoudre leurs divergences de façon permanente. Occasion pour les États du Golfe de bâtir de nouveaux arrangements pour la stabilité. Occasion pour tous les États et les peuples de la région de résoudre le conflit qui divise les Arabes et Israël. Mais la mission clé maintenant est de démontrer que l'agression ne doit pas être tolérée ou récompensée. Profil haut donc, mais pas de nouvelles mesures annoncées contre l'Irak. Et pourtant cet après-midi, le président américain et le ministre soviétique des Affaires étrangères ont discuté encore de la prochaine résolution de l'ONU, celle pour l'utilisation de la force contre l'Irak si l'embargo ne suffit pas. Option militaire, option diplomatique, les deux possibilités restent ouvertes ce soir. Et on peut noter que pour l'instant, la position du président américain et celle du président français se rapprochent. Bagdad hier changeait aussi de ton en espérant une solution réaliste et équitable, en appelant au dialogue mais sans changer sur le fond. Un dialogue ou plutôt des contacts que Saddam Hussein affirme avoir avec la France. Une information aussitôt démentie par le Quai d'Orsay. Cela n'a pas empêché le numéro irakien de libérer 9 otages français. 9 Français qui rentreront normalement avec le président des amitiés franco-irakiennes. Une association qui fait l'objet d'une très vive polémique depuis le début de la crise du Golfe. Fiche technique, Clément Veyrenal. Déclarée en novembre 1985 à la préfecture de police de Paris, l'association des amitiés franco-irakiennes ne s'est jamais manifestée publiquement et en l'état actuel ressemble plus à un fan club très fermé de Saddam Hussein qu'à une organisation de masse. Cheville ouvrière de l'association, Gilles Munier. Inconnu du grand public, le secrétaire général des amitiés franco-irakiennes, qui se déclare proche de Michel Joubert, peut se flatter de rassembler au sein de son mouvement des personnalités aussi diverses que le philosophe Jacques Berck, les députés PS Jean-Yves Le Drian et UDF Alain Mailloux, sans oublier bien sûr Jean-Pierre Chevènement, l'actuel ministre de la Défense. Militant d'extrême droite dans les années 60, Gilles Munier devient dans les années 70 l'un des responsables de l'association de solidarité franco-arabe, dirigée par Lucien Bitterlin, réputé proche de la Syrie, que l'on voit ici en mission au Liban. Militant infatigable de la cause arabe, malgré ou à cause de son passé d'extrême droite, Gilles Munier est également membre des amitiés franco-libyennes. Son nom apparaît dans de nombreuses associations de soutien aux organisations palestiniennes, celles-là même qui ces dernières semaines ont pris fait et cause pour Saddam Hussein. Sur le terrain politique, Jean-Marie Le Pen réaffirmait hier sa position en demandant le retour des troupes françaises. Ce matin, dans les colonnes du quotidien de Paris, on pouvait lire une interview du leader du Front National à un quotidien arabe. Les otages retenus à Bagdad aident l'humanité, aurait déclaré Jean-Marie Le Pen, propos formellement démentis cet après-midi par le leader du Front National. Sur le terrain militaire, maintenant, on a appris que les 8 premiers avions de combat français partiront mercredi d'Istre pour se rendre en Arabie Saoudite. Ils seront basés entre Riyad et Daran. Dans le même temps, les dernières troupes françaises débarquées ce matin à Yambou et les derniers blindés étaient débarqués dans le port saoudien. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Pierre Babet et Marc Doux. Après les hommes et le matériel, les blindés, des VAB, des chars MX-10 à roues. Au total, plus d'une centaine de véhicules débarqués de 2 cars ferries, le Girolata et le Casablanca. Avec leur matériel, les légionnaires et les spahis sont à pied d'œuvre. La chaleur les surprend à peine. Ils ont déjà l'expérience des tropiques. J'ai fait 2 séjours en Afrique, au Gabon et en RCA. Mais c'est pas du tout le même climat. C'est pas aussi chaud. Le personnel est largement préparé à cette affaire-là.
Donc il n'y a pas lieu d'être inquiet de ce côté-là. Une rapide inspection des blindés à terre, pas de problème de température pour le matériel. À l'intérieur, ce sera assez spartiate. C'est climatisé? Ah non. Non, c'est pas climatisé, dommage. On a juste un ventilateur qui nous envoie de l'air chaud. Avec ces derniers arrivés, l'ensemble des troupes françaises parties de Toulon est pratiquement au complet. À l'exception de la composante aérienne, tous les éléments de l'opération Daguet sont rassemblés sur le sol saoudien. D'ici 3 jours, ils auront quitté ce quai de Yambou. Ils auront planté leur drapeau dans le nord, face à l'Irak. Pour essayer d'être complet, très présent sur le dossier militaire, la 3 a décidé de vous offrir demain à 20h30 une émission spéciale sur les militaires français dans le Golfe. Reportages, analyses, invités en direct. Vous pourrez aussi dialoguer avec l'armée française dans le premier numéro d'Audit, la nouvelle émission de Paul Amar, en direct à Yambou, au milieu des troupes françaises. Paul Amar, que nous rejoignons tout de suite à Yambou. C'est ici à Yambou, à 3600 km de Paris, que plus de 4000 soldats français ont débarqué. C'est ici que nous nous trouverons demain pour tenter de réaliser cette première émission en direct sur la crise du Golfe. Notre intention, susciter un dialogue aussi franc que possible entre les Français et leur armée, un dialogue rendu nécessaire par l'acuité de la crise, par le risque de confrontation et l'importance du corps expéditionnaire. Cela nous permettra de mieux connaître le sentiment des Français grâce à un sondage réalisé à l'échelle nationale par le CSA en collaboration avec Le Monde, grâce à notre opération Minitel et grâce aux enquêtes de nos stations régionales. Cela nous permettra aussi de connaître le sentiment de l'armée. On l'appelait jusqu'à présent la grande muette. Je ne suis pas sûr que la formule soit encore vraie. L'armée veut bien parler, l'armée veut bien nous parler. Quel est son état d'esprit? Comment s'est-elle préparée à cette éventuelle bataille du désert? A-t-elle envie de mener cette bataille? Autant de questions que nous poserons demain, que vous pourrez poser également. Les réponses de l'armée intéressent la nation tout entière. Dites donc à 20h30 demain soir, et si vous désirez vous aussi poser des questions à l'armée française, une solution, le Minitel 3615 FR3 Audit. Les conséquences économiques maintenant, la crise pèse pour la première fois très lourdement sur les marchés financiers. On peut quasiment parler de krach ce matin à Tokyo. L'indice Nikkei a chuté de 3,6%. La baisse qui dure depuis plusieurs semaines devient très alarmante. Agnès Molinier. À la bourse de Tokyo, ça ne s'était pas vu depuis le fameux krach de l'automne 87. L'indicateur de tendance, le Nikkei, est passé aujourd'hui lundi sous la barre des 20 000 yens. Il clôturait à la baisse de 3,63%. Cette forte chute n'est que la suite de celle qui frappe la bourse japonaise depuis 2 mois. Le cours des actions a baissé de plus de 35% depuis le début de la crise. Nous avons eu la juxtaposition à la fois des conséquences de la crise du Golfe qui ont remis en cause les niveaux d'évaluation sur tous les grands marchés et en même temps les conséquences d'une politique économique qui se devait d'éviter la surchauffe dans l'économie japonaise, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt essentiellement de manière à essayer de casser la spéculation, notamment la spéculation immobilière. Cette baisse de l'activité boursière ne veut pas dire pour l'instant que l'économie japonaise ralentit. Sa croissance était même de 3,6% en rythme annuel d'avril à juin. Mais si la baisse continue, les conséquences ne se feront pas attendre. Première victime potentielle, les petits porteurs. Ils détiennent environ 20% des actions japonaises. Au niveau des conséquences psychologiques qu'ils pourraient avoir sur leurs décisions de comportement tous les jours en matière d'achat, par exemple, de biens durables ou de biens d'équipement, qu'il pourrait y avoir des conséquences. Et pour le moment, nous ne les voyons pas. Les conséquences sur les autres marchés boursiers ne se sont pas encore fait sentir. Ce soir à Paris, la bourse clôture même en hausse à 3,29%. Après le Golfe, l'autre grand dossier de ce journal, c'est l'Allemagne réunifiée. L'Allemagne réunifiée fait-elle peur aux Français? Dans un sondage Figaro-Sofres, ils répondent oui à 27%. 37% des personnes interrogées se réjouissent en revanche de la réunification qui aura lieu dans 2 jours. 32% y sont indifférents. Rien de tel en Allemagne où l'événement est considéré comme historique. À minuit demain, la RDA cessera d'exister et disparaîtra pour laisser place à une seule Allemagne de près de 80 millions d'habitants avec un seul gouvernement dirigé par Helmut Kohl. En réalité, il s'agit de la phase politique de la réunification, mais au contact du capitalisme, l'économie est-allemande, prévue pour fonctionner avec d'autres règles, s'est effondrée. Le chômage est une menace qui plane pratiquement au-dessus de chaque Allemand de l'Est. Comment vivent-ils cette nouvelle situation? Portrait d'une famille allemande de Leipzig, le cœur industriel de la RDA, Claude Guénaud et Philippe Basquin.
Manfred Bremer est inquiet. Depuis l'Union monétaire, ce sont maintenant les transports routiers qui acheminent les produits importés en masse d'Allemagne de l'Ouest. De plus, autour de la gare, le choc du Deutschmark a conduit de nombreuses entreprises à la faillite. Au total, le trafic marchandises à Leipzig a chuté de moitié. Les cheminots les plus anciens ont été mis à la retraite d'office. Ceux qui restent se posent des questions. C'est évident, chacun souhaite conserver son travail. Mais ce qui va arriver maintenant, ça, personne n'en sait rien. À la maison, sa femme, infirmière depuis 12 ans, s'applique à répondre aux offres d'emploi. Son mari bénéficie d'une certaine sécurité d'emploi négociée par le syndicat des cheminots, mais pour sa part, elle sait à quoi s'en tenir. La polyclinique où je travaille va disparaître. Les médecins s'en vont pour ouvrir des cabinets privés. Et moi, je me retrouve sans travail. Gabrielle a aussi les soucis quotidiens d'une mère de famille à chaque fois qu'elle fait ses courses. Elle apprécie le changement dans les magasins, l'offre abondante et variée, mais le plus dur, c'est de résister à la tentation. Il faut bien faire attention aux étiquettes. Je calcule combien j'ai dépensé, combien il me reste, si je peux me permettre autre chose, mais pas tous les jours. Manfred est du même avis. La période des prix stables pendant 40 ans est révolue. Au café, la bière est passée de 60 pfennig à 2 marks, mais son salaire n'a pas suivi. Après l'union monétaire, il gagne encore la moitié de ce que gagne un cheminot à l'ouest. Pour le jour de la réunification, il n'a pas le cœur à la fête. Il y a trop de problèmes en ce moment pour que les gens de cette ville et de ce pays aient envie de faire la fête. Des regrets? Oui, en partie. Du regret pour l'État RDA. Tout n'y était pas si mauvais, vous savez. Moi, je n'ai pas de regrets, je trouve ça bien. Une nouvelle vie? Oui, enfin, quelque chose d'autre. Pour les enfants, passé le choc des révélations sur le régime d'Honecker qui a ébranlé les certitudes apprises à l'école, la réunification est une chose normale qu'elle regarde avec sérénité mais lucidité. Ce que je trouve pas bien, c'est le chômage, que la polyclinique doit fermer, et puis aussi la criminalité qui augmente à Leipzig. La RDA avait ses avantages et ses inconvénients. Ce nouveau pays aura aussi ses inconvénients et ses avantages. Dans le domaine du sport, la réunification pose aussi de nombreux problèmes. Seuls les meilleurs athlètes s'en sortiront, les plus grands entraîneurs devront s'exiler. Et puis surtout, le centre de Kienbaum, le joyau de l'entraînement des athlètes est-allemands, fermera en décembre prochain. C'est ce qu'ont pu constater nos envoyés spéciaux à Berlin-Est, Didier Balèze et Georges Minangua. À Berlin-Ouest, comme dans l'ensemble de la RFA, la réunification ne crée pas trop de soucis. On possède les moyens financiers afin d'imposer ses vues. Côté Est, en revanche, la fusion engendre des problèmes jusque-là inconnus. L'avenir pour moi est incertain, car non seulement il faut renoncer à nos avantages, mais je vais devoir trouver un emploi, car sans sponsor, on ne peut vraiment pas s'en sortir. Autrefois totalement prise en charge par l'État, aujourd'hui, les règles du sport sont différentes. Nous avons fait nos preuves de façon éclatante à Split. Nous avons les meilleurs cadres techniques et pourtant, en athlétisme, sur 600 entraîneurs, il n'en restera que 20 de chez nous. La fantastique domination est-allemande au dernier championnat d'Europe démontre l'efficacité de leur méthode. Tous ces athlètes ont un point commun. Ils s'entraînent à Kingsbaum, à 40 km de l'ancienne capitale du Reich. Aménagé en 1967, c'est le centre le plus sophistiqué de l'ensemble des pays de l'Est. Un lieu top secret réservé à l'élite. Ces installations ont ouvert leurs portes aux caméras grâce à l'absence d'entraînement des sportifs d'État le week-end. Mais le joyau, la perle, c'est le bunker. Employés sélectionnés, interdiction au personnel d'entrée. Un sas donne accès à une salle de travail. On y reconstitue l'atmosphère à une altitude variant entre 3000 et 5000 mètres. Appareil électronique, instruments de mesure, on analyse le moindre geste, la moindre réaction de l'organisme jusqu'à épuisement. Les champions sont surveillés en régie par 10 médecins et 5 chercheurs. Rentabilité oblige, fin décembre, Kingsbaum fermera ses portes. Seuls quelques privilégiés de l'Ouest cette fois pourront, contre quelques Deutsche Mark, bénéficier d'installations ultra sophistiquées, fierté de l'ancien régime. L'actualité en France maintenant avec le résultat du premier tour des cantonales partielles à Conflans-Sainte-Honorine, la ville de Michel Rocard. Et si le Front National semble se maintenir et manque à une quinzaine de voix près de battre le candidat RPR-UDF, ce qui marque cette élection, c'est d'abord la très faible participation, moins de 30%. Philippe Dessevski. Dimanche, nous n'avons pas voté, nous, ici, hein, si, de toute façon. Si, il y a un vote à Conflans. Ah bon?
Ainsi, plus de 70% des Conflanais n'ont pas été aux urnes. Le maire de la ville, Michel Rocard, tout Premier ministre qu'il est, n'a donc pas motivé pour autant ses électeurs. Cette participation relativise donc les résultats. Avec 18,5% des voix, Myriam Bekrout, candidate du Front National, gagne 5 points par rapport à 1985 et à 13 voix près, dépassait le candidat UDF-RPR. Mais au regard de la participation, le Front National perd en fait près d'un tiers de ses électeurs. Pourtant, l'électorat lepéniste est connu pour être le plus mobilisé lors d'élections partielles. Les positions de Jean-Marie Le Pen sur le golf en auraient-elles découragé certains? S'il faut vraiment désigner un vainqueur, il faut mentionner les 13% du candidat écologiste qui a polarisé sa campagne sur les nuisances de la centrale d'épuration d'Achères. Mais il ne pourra pas se maintenir au second tour, tout comme d'ailleurs le Front National. Un second tour où la confrontation sera des plus classiques, Jean Guigné pour le Parti Socialiste et Gérard Rebraillant pour l'UDF et le RPR. Conflans-Sainte-Honorine peut dormir tranquille, pas de révolution dimanche prochain entre Seine et Oise. Fini ou presque les écoles normales. Aujourd'hui, 3 villes pilotes ont ouvert les portes de leur tout nouveau institut universitaire de formation des maîtres, Lille, Grenoble et Reims. 3 IUFM dans lesquels c'est une première. Les futurs instituteurs auront des cours communs avec les futurs enseignants des collèges et lycées. Reportage à Reims de Bertrand Le Rossignol. L'école normale de Chalon-sur-Marne n'est plus, elle est devenue depuis le 30 septembre partie intégrante de l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres. L'enseignement est en conséquence modifié, à organisme nouveau, formation nouvelle. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il va y avoir un changement, c'est-à-dire que les cours vont se passer d'un auditoire de 19 personnes à un auditoire de 500. Donc je pense que l'apport donné par un prof est moindre à 500 personnes qu'à 19. Et je me pose une question, c'est savoir si des gens qui vont enseigner dans les collèges ont besoin du même apport que des gens qui vont enseigner comme certains instituteurs en maternelle. L'IUFM globalise l'enseignement théorique des instituteurs et des professeurs de collège et lycée, chacun gardant son enseignement pratique spécifique. Cette année encore, l'IUFM recrute au niveau bac plus 2 années d'études. L'an prochain, il faudra être détenteur d'une licence pour pouvoir postuler au concours d'entrée. 500 étudiants suivront cette année la formation de l'Institut. Améliorer le niveau de l'enseignement et former en plus grand nombre du personnel ont généré la création de l'IUFM. La création des instituts universitaires de formation des maîtres est faite justement pour répondre aux grands besoins que nous avons en France d'avoir de plus en plus d'enseignants et d'instituteurs et de professeurs des lycées et collèges. L'Institut universitaire de formation des maîtres existe en tant qu'entité administrative. Expérimentale, l'IUFM de l'Académie de Reims aura besoin d'un certain temps pour récolter les fruits de son travail. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire Marie-Odile Pagnès. Son nom était indissociable de la ville de Lille, dont il fut maire pendant 18 ans. Augustin Laurent est mort ce matin à l'âge de 94 ans. Socialiste de la première heure, il est élu député du Nord en 1936. Après 2 courts passages à la tête de ministère en 44 et 46, il se consacre uniquement à sa région. En 1973, il passe les rênes de la ville à Pierre Mauroy, mais continue à assister assidûment aux séances du conseil municipal en tant que maire honoraire. Autocar fou dans les Pyrénées, une panne du système de freinage pourrait être à l'origine de l'accident qui a causé la mort hier de 6 passagers. Selon le chauffeur légèrement blessé, les freins auraient lâché alors qu'il tentait de ralentir. Pluie violente et carambolage en série sur les autoroutes françaises. Sur l'A31 près d'Agondange en Moselle, 25 voitures et 2 poids lourds se sont percutés. 9 personnes ont été blessées. Collision en chaîne aussi sur les autoroutes A6 près de Chalon-sur-Saône, A7 au sud de Valence et A10 à la hauteur de Marcoussis en région parisienne. À l'origine de tous ces accidents, la pluie bien sûr, mais aussi la vitesse trop élevée, le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules. Le vol était presque parfait au château de Sceaux. Transformé en musée, 2400 pièces gallo-romaines en argent ont disparu depuis au moins un an des réserves sans que personne ne s'en aperçoive. Mais le malfaiteur a commis une grossière erreur en voulant les revendre par téléphone à d'autres musées français. Le larcin a été découvert et la police est sur les traces du voleur. Michel Léris est mort, écrivain et ethnologue. Il était l'un des derniers grands témoins du surréalisme. Il est mort à 89 ans, fidèle à ses principes et anticonventionnel jusqu'au bout. Michel Vial.
L'un des plus grands écrivains du siècle faisait aussi partie du petit cercle de ceux qui ne battent jamais les estrades médiatiques. À l'instar de Beckett, de Cioran et de Gracq, Michel Leiris demeurait donc méconnu parce qu'il fuyait résolument le monde. Il avait même refusé le Grand Prix national des lettres en 1980. Discret, voire secret, il avait pourtant passé sa vie à un travail de décortication de lui-même, selon sa propre expression, dans une œuvre inclassable, oscillant entre poésie, rêve et autobiographie, une œuvre dans laquelle il était cependant parvenu à concilier la rigueur scientifique héritée de sa formation d'ethnologue avec l'invention littéraire. Dernier témoin du surréalisme, ami des peintres et amoureux du langage, il résumait ainsi à la fois son métier et sa vie. Je suis loin d'être sorti du long et feuilletonesque roman d'amour avec les mots qui m'aura occupé dès l'enfance. En Formule 1, Nigel Mansell, l'homme de toutes les surprises, on le croyait à la retraite à la fin de saison. Rien de tout cela, le pilote britannique vient de signer avec l'écurie Williams-Renault pour la saison 91. Prost aura encore du fil à retordre avec Mansell. Prost qui s'est replacé sur la ligne de départ du championnat du monde des pilotes hier en remportant le Grand Prix de Jerez. Que faut-il à Prost pour gagner le championnat du monde des pilotes? Caroline Sims. Et pour une histoire de radiateur, le titre risque d'échapper à Ayrton Senna. Alain Prost a réussi son pari, gagner à Jerez et faire durer le suspense. Senna a 78 points, Prost 69. Il a donc encore une chance d'être champion du monde. Ce sera très dur quand on sait qu'il suffit d'une seule victoire à Ayrton Senna pour être sacré. Le plus simple pour Prost, c'est de remporter les 2 derniers Grands Prix, au Japon et en Australie. Deuxième solution, Prost est premier au Japon, deuxième en Australie. Il est champion du monde à condition que Senna ait fait un moins bon résultat ou qu'il ait abandonné. Rendez-vous à Suzuka au Japon dans 3 semaines. Ayrton Senna courra dans le fief de Honda, mais Prost croit en ses chances. Duel McLaren-Ferrari avec avantage au Brésilien qui a bien l'intention de devenir double champion du monde. Rien à voir avec Alain Prost, elle est blonde platine, elle chante et elle fait du cinéma. Pour dépasser son image papier glacé qui lui colle à la peau, Ariel Dombal monte sur les planches dans l'absolu naturel. Reportage Dominique Poncet et Edmé Poupard. Lorsqu'on a été classé parmi les 10 plus belles femmes du monde, comment faire pour casser son image de femme-objet et montrer qu'on est un être de chair et de sang, capable d'émotion, d'humour et de talent? Ariel Dombal a trouvé la solution en montant sur scène. La voici donc dans une pièce de l'écrivain italien Goffredo Parisé, L'absolu naturel, un face-à-face drôle et déconcertant sur l'aliénation amoureuse. Ce qui m'a séduit, c'est l'écriture. L'écriture de la pièce en général. J'ai trouvé que il y avait un brillant et en même temps une ironie extraordinaire, et en même temps beaucoup d'intelligence. De quoi voulez-vous parler? Que voulez-vous savoir? Je voudrais savoir beaucoup de choses. Trop, sans doute. Le rôle en lui-même, pour moi, c'est une gageure, parce que c'est vraiment un personnage qui est très, très éloigné de moi. Et c'est un contre-emploi. Et j'aime l'idée du contre-emploi. Mais c'est toi que j'aime. Je t'aime. Et tu dois renoncer à tout cela. C'est une sorte de dévoratrice, de personnage possessif au plus haut point, excessif, et qui cherche un absolu d'amour passionnel, violent. M'aimez-vous? Oui. Dites-moi, je t'aime. Je t'aime. Comme le son de ces mots est beau. Ce que j'ai attendu de cette pièce, je l'ai déjà. Parce que ce que j'attends, c'est avoir pu jouer un contre-emploi et être dirigé, très bien dirigé. Mais maintenant, justement maintenant, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Aime-moi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'information de la journée. Un retrait irakien du Koweït pourrait permettre un règlement pacifique de la crise du Golfe, affirme George Bush. Le président américain souhaite une issue diplomatique. Bagdad annonce la libération prochaine de 9 otages français par l'entremise des amitiés franco-irakiennes. À Paris, du côté du Quai d'Orsay, aucune confirmation officielle.
La réunification des deux Allemagnes réjouit 37% des Français, mais 57% d'entre eux craignent que cette nouvelle entité ne devienne trop puissante au sein du futur grand marché européen. C'est ce que révèle un sondage Figaro-Sofres réalisé du 9 au 16 septembre. Fausse sortie de piste pour le pilote britannique Nigel Mansell. Lui qui au mois de juillet annonçait son départ à la retraite, vient de signer un contrat d'1 an avec l'écurie Williams-Renault. Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22h10. Soir 3 présenté par Marc Hautemans. Avant cela, du cinéma sur la 3 à 20h40. Un film français de Philippe de Broca, Julie Potecol avec Marlène Jobert. Tout de suite, la météo complète de Florence Klein. À demain 19h. Bonsoir.